Ryu était un perdant ordinaire, percuté par Truck-kun et envoyé dans un autre monde pour une seconde vie paisible, mais tout bascule quand il découvre qu'il est un magicien de l'eau de niveau 1, cerné de monstres. Alors, il s'entraîne sans relâche jusqu'à devenir surpuissant et les vaincre tous. L'histoire débute avec Ryu renversé par le légendaire Truck-kun qui se réveille au paradis. Là, un ange lui annonce qu'il sera réincarné dans un monde fantastique en tant que magicien de l'eau, mais Ryu, lui, ne souhaite qu'une seconde vie des plus paisibles. Pour cela, l'ange l'envoie dans une forêt reculée, avec 2 mois de provisions juste pour qu'il puisse se détendre. Cependant, à son arrivée, Ryu lit un journal de monstres décrivant les créatures mortelles de la forêt et réalise vite qu'il ne tiendra pas un jour avec ses compétences actuelles. Alors, pour rester prêt, il passe le plus clair de son temps à apprendre la survie de base et des sorts de magie offensive, oubliant pour l'instant sa vie paisible. 2 mois plus tard, ses provisions s'épuisent et il quitte sa cabane pour explorer la forêt. Mais avant qu'il n'aille loin, un faucon assassin l'attaque. Pour se protéger, Ryu projette plusieurs jets d'eau abrasifs pour le découper, mais après les avoir évités, le faucon plonge pour l'achever. Voyant cela, Ryu, terrifié, s'entoure d'un iceberg. Mais comme le faucon est déjà trop rapide pour s'arrêter, il s'y écrase et perd connaissance. Ensuite, Ryu tente de vérifier l'état de l'animal, mais à ce moment précis, le faucon se réveille, l'œil droit blessé et s'enfuit comme à chaque fois qu'il voit un méchant. Plus tard cette nuit-là, Ryu rencontre un chevalier sans tête, un Dullahan, près d'un lac lumineux. Il le défie en un combat simulé, espérant acquérir de l'expérience. Après avoir accepté, le Dullahan affronte Ryu pendant des heures jusqu'à le terrasser. Puis il lui offre une rare épée mythique de glace et d'eau en guise de remerciement pour le divertissement avant de retourner au lac. Le lendemain, le faucon assassin blessé revient pour se venger, mais cette fois, Ryu remarque qu'il ressemble à un zombie. Malheureusement, alors qu'il tente de comprendre ce qui s'est passé, le faucon l'attaque et il l'esquive un moment, comme s'il affrontait un boss de Dark Souls. Cependant, quand il lui lance ses jets d'eau pour contrer, le faucon annule son attaque avec une compétence de négation magique et déchaîne une attaque de foudre sur Ryu. Réalisant que sa magie de l'eau ne fonctionnera pas, Ryu esquive l'attaque éclair, dégaine la rare épée de glace et continue d'éviter les assauts du faucon pour rester en vie. Cependant, dès que le faucon expose son ventre, Ryu le poignarde et le laisse s'écraser au sol, tout près. Puis il s'approche du monstre à moitié mort, le remercie de l'avoir motivé à devenir plus fort et l'achève. Quelques jours plus tard, Ryu se promène sur la plage en lisière de forêt et découvre des corps sans vie près d'une épave. Curieux, il examine l'épave, mais pendant ce temps, il entend quelqu'un respirer lourdement tout près et réalise vite qu'une personne a survécu au désastre. Après avoir identifié un homme roux, Ryu le ramasse, le ramène à sa cabane et le dépose sur son lit pour qu'il dorme. Quelques heures plus tard, quand le gars se réveille, il sort de la cabane et trouve Ryu, son sauveur, étrangement vêtu. Pour ne pas être impoli, il se présente comme Abel et remercie Ryu de l'avoir sauvé de l'épave. Mais juste au moment où il s'apprête à discuter, Abel a faim. Prenant le gars en pitié, Ryu lui offre un délicieux déjeuner et lui raconte sa vie un peu pathétique dans la cabane. Au début, Abel le plaint, mais quand Ryu lui montre ses compétences en magie de l'eau, il réalise que Ryu pourrait bien être spécial après tout, alors il garde le silence. Après le déjeuner, Ryu ramène Abel à la plage une dernière fois pour chercher un objet. Cependant, une fois sur place, Abel fouille les ruines pendant plusieurs minutes et réalise vite que ce qu'il cherchait a déjà disparu depuis longtemps. Voyant cela, Ryu lui demande quel sera son prochain mouvement et Abel répond qu'il devra se rendre à la ville de Loon de rendez-vous où se trouvent certains de ses amis. Le seul problème, c'est que la forêt entre eux et Loon est plutôt dense. Et comme Abel ne veut ni se perdre ni se faire assassiner, il supplie Ryu de le guider à travers la forêt afin qu'il puisse arriver à Loon en un seul morceau. Au début, Ryu est un peu sceptique à l'idée d'aider l'étranger, mais après de nombreuses persuasions, il décide de passer le reste de la journée à se préparer pour qu'ils puissent commencer leur voyage le lendemain et Abel le remercie de son aide. Plus tard ce soir-là, Ryu laisse Abel seul dans sa cabane et fait une petite promenade jusqu'au lac lumineux pour voir le Dullahan. Pendant leur rencontre, il dit au Dullahan qu'il quittera la forêt pour un temps et le remercie chaleureusement de l'avoir rendu plus fort grâce à tous leurs combats simulés. Cela dit, Ryu engage le Dullahan dans un dernier entraînement et combat le monstre jusqu'à s'épuiser. Peu après s'être battu à leur guise, le Dullahan marche jusqu'au milieu du lac, crée une cape de magicien d'un blanc pur et l'offre à Ryu comme cadeau d'adieu, que Ryu accepte de tout cœur. Le lendemain, Ryu enfile sa nouvelle tenue, jette un dernier regard à sa cabane forestière et part avec son nouveau compagnon, Abel. Peu de temps après, le duo rencontre un sanglier mineur qui les attaque. Pour éviter que Ryu ne se salisse les mains, Abel se jette sur le monstre agaçant et le détruit avec une compétence de combat de bretteur. Surpris, Ryu l'interroge sur cette compétence de combat et Abel lui explique que c'est une technique utilisée par les bretteurs comme lui. Suite à cela, le duo poursuit son chemin jusqu'à la nuit tombée et ils installent leur camp. Alors qu'ils continuent leur voyage le lendemain, Abel et Ryu aperçoivent des hommes lézards dans le marais et décident de faire un détour pour éviter de les rencontrer. Malheureusement pour eux, avant même qu'ils n'aillent loin, Ryu sent les hommes lézards les suivre et informe Abel de se préparer au combat. Pendant qu'Abel peine avec son épée, les hommes lézards les attaquent et Ryu les élimine tous facilement sans l'aide d'Abel. Choqué, Abel demande à Ryu pourquoi il peut lancer plusieurs sorts avec une seule invocation alors que ça devrait être l'inverse. Ryu répond qu'il est peut-être juste fait différemment. Après leur victoire, le duo poursuit sa marche et Abel montre à Ryu un florin de bronze, la monnaie courante dans le pays où se trouve Loon, le royaume de Knightly. Curieux, Ryu examine la pièce et
pose à Abel quelques questions sur le royaume de Knightly, ainsi que sur les 3 autres grandes nations des provinces centrales. Tandis qu'Abel répond à toutes ces questions, ils pénètrent accidentellement dans un nid de golems de roche dans les champs et sont attaqués. Heureusement, Abel sent la première attaque furtive arriver et la neutralise facilement, mais à ce moment-là, le golem de roche les encercle et continue de les attaquer. Abel tente de percer un trou dans le monstre avec sa compétence de combat, mais le monstre se régénère magiquement et se défend contre toutes ses autres attaques. Quelques instants après avoir vu Abel se ridiculiser, Ryu crée plusieurs murs de glace géants superposés, puis les abat sur tous les golems, sauf un. Alors qu'il s'apprête à détruire le dernier golem, il aperçoit une pierre magique incrustée à l'intérieur et décide de la récolter avant de le détruire. Quelques heures après leur bataille contre les golems, Ryu et Abel rencontrent un monstre Behemoth qui se repose tranquillement dans les bois et Ryu suggère de l'attaquer. Cependant, comme tuer un Behemoth est bien au-dessus de leur niveau, Abel leur conseille de simplement l'éviter. À ce moment-là, une volée de wyverns s'envole vers le Behemoth et l'attaque avec de la magie du vent. Mais à la surprise des garçons, le Behemoth annule la magie du vent avec sa compétence de négation magique et vainc les wyverns instantanément. Le lendemain matin, Abel et Ryu rencontrent un griffon dans la chaîne de montagne enneigée et Abel manque de fer dans son pantalon de pure terreur. Heureusement, avant que le griffon ne les attaque, Ryu lui donne de la viande crue et le monstre s'envole. Alors qu'ils continuent leur voyage à travers les montagnes, Abel énumère tous les monstres de haut niveau qu'ils ont vus jusqu'à présent et en déduit qu'il doit y avoir quelque chose d'anormal dans cet endroit. Peu de temps après, ils aperçoivent de quelques wyverns se régalant d'une carcasse devant eux et Ryu élabore instantanément une stratégie de combat insensée. Après avoir tout expliqué à Abel, il immobilise toutes les wyverns se nourrissant de la carcasse avec des lances de glace, les rendant temporairement immobiles, puis ordonne à Abel de les achever. Après avoir détruit la première vague, une autre volée de wyvernes apparaît pour combattre, mais Ryu les cloue à nouveau au sol avec sa lance de glace et demande à Abel de les achever toutes. Après leur chasse, le duo récolte les pierres magiques des wyverns et poursuit son voyage vers Lune. Alors qu'ils continuent leur marche, Ryu aperçoit une longue route allant d'est en ouest et en parle à Abel. Curieux, Abel calcule son orientation pendant quelques secondes et réalise finalement que la chaîne de montagnes enneigées qu'ils viennent de traverser est l'une des plus dangereuses jamais connues de l'homme. Cependant, pour éviter d'effrayer Ryu, il change de sujet et lui dit qu'ils sont presque arrivés à Lune, alors il continue de marcher. À la tombée de la nuit, Abel et Ryu logent dans une auberge pour se reposer et discutent d'alchimie, de guildes d'aventuriers et de cartes de guildes en attendant leur dîner. Quand leur dîner de riz au curry arriva, Ryu n'en crut pas ses yeux, car il n'avait jamais imaginé qu'un tel monde produirait quelque chose d'aussi élaboré. Néanmoins, il engloutit la nourriture comme un raton laveur affamé et se retire tôt pour dormir. Le lendemain matin, Abel et Ryu poursuivent leur voyage vers Lune et parlent de nourriture et de magie toute la journée jusqu'à ce que la ville de Lune apparaisse enfin à l'horizon. En un rien de temps, Abel emmène Ryu aux portes d'entrée de la ville et retrouve son ami et garde de la porte, Nymer. Au début, Nymer crut avoir vu un fantôme, craignant qu'Abel ne dorme déjà au fond de l'océan. Mais quand Abel lui dit que Ryu l'a sauvé, Nymer remercie Ryu de son aide et les laisse entrer dans la ville. Alors qu'il traverse les rues animées de Lune, Abel lui parle du système de classement de la guilde des aventuriers, ainsi que des avantages financiers qu'il pourrait tirer en combattant en tant qu'aventurier de haut rang. Il suggère ensuite de visiter la guilde en premier pour commencer l'inscription de Ryu. Cependant, dès qu'Abel entre dans le hall, chaque aventurier le reconnaît et se presse autour de lui pour s'assurer qu'il ne voit pas son fantôme. Apparemment, tout le monde pensait qu'il était mort dans le naufrage, mais maintenant qu'il est apparu devant eux, ils sont à la fois heureux et confus de savoir comment il a pu survivre à un désastre aussi mortel. Pendant qu'Abel s'occupe de la foule autour de lui, Ryu sort prendre l'air et rencontre une magnifique elfe, Sarah, qui lui ravit le cœur en commentant sa cape blanche de roi des fées. Bien qu'épris de sa beauté, Ryu est assez perplexe quant à son intérêt pour ses vêtements. Mais avant qu'il n'ait la chance de lui parler, Sarah coupe court à leur conversation et s'en va. Peu de temps après, Abel rappelle Ryu dans le hall et le présente à tout le monde comme son sauveur. Après son discours, Ryu salue tout le monde et devient instantanément le favori des fans pour avoir sauvé leur héros. Après les salutations d'usage, Abel emmène Ryu à la réceptionniste de la guilde, Nina, et le recommande pour être inscrit comme aventurier de rang D plutôt que de rang F. Pour ne pas paraître impoli, Nina rappelle à Abel que Ryu doit encore subir un examen physique avant de pouvoir être classé si haut dès sa première fois. Mais Abel lui dit d'organiser d'abord une rencontre avec le maître de guilde pour en discuter en détail. Quelques heures plus tard, Abel rencontre enfin le maître de guilde, Hugues. Il présente donc Ryu comme son sauveur et les met en contact. Ensuite, il parle à Hugues de sa recommandation précédente et l'assure que Ryu est bien plus fort qu'eux deux. Comme prévu, Hugues ne croit pas Abel. Alors, pour prouver ses dires, Abel lui montre toutes les pierres mauves magiques de Wyvernes qu'ils ont récoltées de la volée de Wyvernes dans la tristement célèbre chaîne de montagne enneigée maléfique et dit à Hugues que Ryu a fait la majeure partie du combat. Voyant cela, Hugues évalue les pierres portes magiques vertes pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Mais quand il réalise que les pierres magiques sont authentiques, il s'humilie et permet enfin à Ryu d'être enregistré comme aventurier de rang D. Alors que leur conversation se poursuit, les autres membres du groupe d'Abel, Lin, Ria et Warren, se précipitent dans la salle de réunion et retrouvent leur chef. Pendant qu'ils se mettent à jour, Hugues emmène
Ryu à son bureau et lui dit que le groupe d'Abel, l'épée écarlate, est le plus populaire et le plus talentueux de la ville. Bientôt, Mina arrive pour commencer le processus d'inscription de Ryu tandis que Hugh se noie dans la paperasse. Après les formalités d'usage, elle interviewe Ryu, lui parle du cours d'introduction à l'exploration de donjons qu'ils commenceront dans 2 jours et lui demande s'il aimerait y assister. Naturellement, Ryu répond oui, alors elle l'inscrit au cours puis l'interroge sur l'hébergement. Comme Ryu est un vagabond comme vous, il lui dit qu'il est sans abri. Mais Nina l'assure qu'elle lui trouvera une place dans l'un des gîtes de la guilde en ville. Cela dit, elle met fin à l'entretien, fait poser la main de Ryu sur un cristal magique pour que ses détails soient imprimés sur la toute nouvelle carte de guilde et fait de lui un aventurier officiel. Plus tard, Abel emmène Ryu avec lui à la banque pour être payé et promet de lui acheter des vêtements et un bâton après avoir récupéré l'argent. Confus, Ryu lui demande pourquoi il tient tant à lui procurer un bâton et Abel répond que c'est parce que tous les magiciens en utilisent un. Pour prouver qu'il n'en a pas besoin, Ryu lui montre la lame que le Dullahan lui a donnée et lui pose plutôt quelques questions de base sur le monde fantastique de Fi. Après avoir écouté la réponse d'Abel, Ryu réalise à quel point Fi est similaire à la Terre et en déduit qu'une réincarnation avant lui a dû faire de grandes vagues pour rendre Fi si semblable à la Terre. Tandis qu'il continue de penser à voix haute, Abel reçoit son paiement et emmène Ryu au pub où ils mangent, boivent et font la fête toute la nuit pour célébrer le retour sain et sauf d'Abel. Le lendemain matin, Mina montre à Ryu sa nouvelle chambre de dortoir et le présente à ses nouveaux colocataires et compagnons novices, Nils et Ito. Une fois qu'elle a installé le trio, Mina s'en va et Ryu écoute Nils jacasser sur son désir de faire des bébés avec elle un jour. Connaissant Nils, Ito l'ignore et avertit Ryu du célèbre tyran de la chambre, un Dan. Mais à ce moment-là, Mina revient soudainement dans la pièce avec un nouveau colocataire nommé Eamon. Jugeant par sa petite taille, Nils demande pourquoi il est si pressé de devenir aventurier et Eamon leur dit que c'est parce qu'il n'a plus aucun membre de sa famille. Prenant le gars en pitié, Ryu et Ito l'accueillent chaleureusement et font sa connaissance. Pendant ce temps, Lin est complètement abasourdi après avoir entendu tout ce qu'Abel avait à dire sur les capacités de lancement de sorts inhabituels de Ryu, car tout ce qu'il prétend que Ryu a fait pendant leur combat contre les Wyverns n'a tout simplement aucun sens. Quand Abel leur assure qu'il ne ment pas, Ria suggère que Ryu est peut-être lié au tristement célèbre magicien de l'enfer, assez puissant pour anéantir des civilisations entières d'un seul sort, mais Lin reste sceptique. Néanmoins, ils savent que si c'est le cas, Ryu est un magicien incroyable qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Quelques jours plus tard, Ryu assiste à sa dernière leçon du cours d'introduction à l'exploration de donjons et le professeur leur dit qu'ils entreront dans un donjon pour la première fois à midi. En entendant cela, Eamon devient très nerveux, mais Ryu l'assure que rester calme est le meilleur moyen de réussir sa première visite. Ensuite, le professeur répond à quelques questions, termine le cours théorique et emmène les novices au donjon qui se trouve être situé au centre de la ville. Alors qu'il les conduit vers le premier étage, le professeur leur parle du grand sanglier de marée, un événement très rare où les monstres se multiplient de manière explosive et envahissent le donjon. Il évoque aussi l'importance des doubles murs qui retiennent les monstres pendant ces périodes. Après avoir expliqué quelques détails supplémentaires sur l'inscription, le professeur conduit les novices au premier étage du donjon et les laisse explorer l'endroit car l'étage est généralement exempt de monstres dangereux. Cependant, quelques secondes seulement après avoir quitté le groupe, Ryu et Eamon aperçoivent une terrifiante fourmi soldat cachée dans l'ombre qui les traque. Eamon se met instantanément à transpirer comme s'il venait de voir sa propre nécrologie, mais Ryu, bien plus posé, élabore un plan similaire à son schéma d'attaque de Wyvern et le transmet à Eamon. Juste après avoir mis Eamon au courant, il cloue la fourmi au sol avec 8 lances de glace et fait en sorte qu'Eamon porte le coup fatal au cou de la fourmi. La fourmi à terre, Ryu coupe la tête, récupère sa pierre magique et aide Eamon à prendre un peu confiance en ses compétences. Plus tard cette nuit-là, Nils et Ito organisent une petite fête dans leur chambre pour célébrer la première exploration de donjon de Ryu et Eamon. Alors qu'ils boivent et se détendent, Ryu et le reste des garçons discutent de l'étrange apparition d'un monstre dangereux comme la fourmi soldat au premier étage. Tandis que Ryu essaie de trouver une bonne raison à leur présence, Abel apparaît soudainement derrière lui après avoir juste terminé un travail choquant Nils, Ito et Eamon et dit à tout le monde que les fourmis creusent parfois de grands tunnels jusqu'à la première couche. Réalisant qu'Abel est dans la pièce, Ryu lui parle très naturellement, mais Nils en revanche se met au garde-à-vous et commence à proclamer toute l'histoire de sa vie à l'aventurier vétéran. Après les salutations d'usage, Lin et les autres arrivent et demandent à Warren de porter Abel au bureau du maître de guilde pour qu'il puisse faire leur rapport. Pendant que Warren emporte Abel, Lin reste en arrière et fixe Ryu maladroitement pendant quelques secondes avant de partir. En chemin vers le bureau du maître de guilde, Ria réprimande Lin pour avoir fixé Ryu de la sorte, mais quand Lin lui dit qu'elle était juste curieuse de ses méthodes spéciales de lancement de sorts, Abel leur assure qu'ils le verront bientôt en action. Le lendemain matin, Ryu et Eamon visitent tôt le deuxième étage du donjon et abattent quelques loups monstres. Vers midi, ils font une pause pour reprendre leur souffle et Ryu compare le style d'épée d'Eamon à celui d'Abel. Quand Eamon lui dit qu'ils apprennent tous dans une grande école de la capitale royale, la Hume School, Ryu parle de sa propre maîtrise de l'épée et encourage Eamon à rester diligent dans son entraînement afin qu'il puisse surpasser Abel à l'avenir. Cela dit, Eamon met fin à leur petite pause et passe le reste de la journée à combattre avec Ryu. Le lendemain, Ryu visite la bibliothèque publique et passe quelques heures à consulter des livres et des recettes
sur l'alchimie. Alors qu'il se promène près de la fontaine, plus tard, toute la ville s'obscurcit soudainement et Ryu réalise qu'une éclipse est en cours. Alors que la lune couvre entièrement le soleil, Ryu est attaqué par un sort de feu de haut niveau, mais grâce à ses sens d'araignée de rang S, il érige de multiples murs de glace pour se protéger du feu et évite de justesse d'être transformé en brochette. Suite à l'attaque furtive, une méchante cornue aux cornes démoniaques et aux courbes dignes des Kardashian, Léonore apparaît pour en découdre avec Ryu. Jugeant par l'intensité de sa présence, Ryu la reconnaît instantanément comme l'un des monstres les plus dangereux de son journal de monstres et d'Akuma et envisage même de fuir pour vivre un autre jour. Cependant, avant que cela n'arrive, Léonore termine son discours et l'enveloppe dans un brasier ardent. Alors que Ryu bloque son attaque avec ses murs de glace, Léonore tente de le transpercer à l'épaule avec une attaque magique de lance de vent. Mais à sa surprise, la cape de Ryu dévie l'attaque de lance et le protège. Voyant cela, Léonore réalise instantanément que les attaques magiques seront inutiles contre Ryu car il bénéficie de la protection de la cape du roi des fées. Alors elle dégaine ses dagues et décide de la battre à l'ancienne. Alors que le deuxième round commence, Ryu dégaine aussi son épée de glace et croise le fer avec Léonore jusqu'à ce qu'elle manque de lui couper la tête. Après avoir esquivé ce coup fatal, il l'attaque ensuite avec de multiples lances de glace. Mais Léonore les esquive tous et porte un coup final à Ryu. À ce moment-là, l'éclipse s'estompe lentement, ce qui signifie que Léonore pourrait perdre ses capacités de combat maximales, mais elle continue de se battre contre Ryu malgré tout. Après ce qui semble être une bataille acharnée et éternelle, Ryu blesse Léonore à la joue, saute en l'air et s'approche lentement d'elle pour l'attaquer. Excitée, Léonore guérit sa blessure à la joue, saute en l'air et annule ses attaques de mêlée. Cependant, alors qu'elle est sur le point de l'achever avec son brasier ardent, Ryu réalise quelque chose que seul un fou dérangé pourrait imaginer. Il augmente la température des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air jusqu'à ébullition et les fait pleuvoir sur Léonore. Au moment où la pluie brûlante la touche, Léonore hurle de douleur puis se transforme en sa véritable forme. Heureusement, avant qu'elle ne mette fin à toute la série animée ici, le soleil revient. Alors elle arrête de se battre et promet de revenir plus forte avec les siens pour en finir avec Ryu. Après son départ, Ryu pousse un soupir de soulagement et se rend à la banque pour retirer de l'argent afin d'acheter plus de livres. Ensuite, il retourne à son gîte pour passer le reste de sa journée, mais à sa grande surprise, il n'y trouve personne. Alors qu'il est sur le point de quitter le gîte pour la librairie, il aperçoit soudain l'idiot en quête d'attention, Dan, en train de malmener ses 3 colocataires dans un coin, ce qui l'irrite. Pour éviter d'autres combats, Ryu donne à Dan un coup de poing douloureux au foie, effaçant le sourire suffisant de son stupide visage et aide à soigner les blessures de ses colocataires. Ensuite, il les emmène se détendre au bain public et raconte son combat avec Léonore, tandis qu'Ito, le prêtre, soigne sa contusion à l'épaule. Quand ils entendent toutes les façons dont Ryu a évité une mort certaine des mains de Léonore il y a quelques instants, ils sont tous choqués, mais Ryu leur assure que ce n'est pas grave. Le lendemain, Ito, Aman et Neil se rendent tous au 5e étage du donjon pour combattre des monstres de niveau intermédiaire. Cependant, une fois arrivés, ils aperçoivent un petit groupe d'archers gobelins qui rôdent et se battent jusqu'à les vaincre tous. Après cela, Ito soigne leurs blessures et Neil suggère qu'ils mettent fin à leur visite pour la journée. Quand Amon lui demande pourquoi il abandonne si tôt, Neil répond que c'est parce qu'il valorise leur sécurité et les trois réalisent qu'il a raison. Alors ils rangent leurs affaires et retournent à la surface. Pendant ce temps, Ryu passe sa journée ailleurs, pensant à son combat avec Léonore la veille et réalisant à quel point il serait cuit s'il se retrouvait. Pour commencer, il sait qu'il égale Léonore en termes de vitesse de conjuration. Mais en ce qui concerne la vitesse de mouvement, elle le surpasse de loin. Alors, comme il ne peut évidemment pas utiliser le vent pour s'accélérer, il essaie d'arranger plusieurs jets d'eau dans son dos et de les accélérer pour reproduire les résultats. Malheureusement, cela échoue, alors il arrête l'entraînement instantanément et va à la bibliothèque pour continuer à lire. Quelques instants plus tard, Ito et les 2 autres garçons se présentent à la guilde et remettent à Nina les pierres magiques d'archers gobelins qu'ils ont récoltées. Par nature, les archers gobelins ne sont pas censés se trouver au 5e étage. Alors au début, Nina est un peu sceptique. Cependant, quand elle évalue les pierres et réalise qu'elles sont authentiques, elle monte à l'étage pour informer Hugues et laisse les garçons continuer leur journée. Quand Hugues apprend la nouvelle, il réalise que la grande marée de monstres pourrait arriver, alors il charge Nina de convoquer les chefs des 2 meilleures équipes de héros de rang B actuellement en ville, l'épée cramoisie et la brigade blanche, pour une réunion d'urgence dans son bureau afin de discuter des problèmes. 1 heure plus tard, Abel arrive au bureau de Hugues et y trouve son rival et chef de la brigade blanche, Phelps, déjà présent et l'attendant. Après les salutations d'usage, Hugues leur parle des archers gobelins repérés au 5e repère du donjon et leur fournit la preuve que ces informations sont fiables. Ensuite, il ordonne aux 2 groupes d'entrer dans le donjon sans tarder et de vérifier tout signe de la grande marée de monstres. Puisqu'il s'est écoulé 10 ans depuis la dernière, il y a une forte probabilité qu'une autre puisse se produire à tout moment. Cela dit, Hugues leur verse ensuite à chacun de 1 à 100 pièces d'or d'avance et leur fait savoir qu'il a déjà contacté les chevaliers régionaux pour organiser une opération conjointe contre les monstres si leurs soupçons s'avéraient fondés. Puis il communique l'heure du rendez-vous ainsi que d'autres détails et s'assure que tout le monde est d'accord pour lever la séance. Le lendemain matin, Ryu se lève tôt et se rend au côté nord de la bibliothèque publique pour accéder à de la littérature plus dangereuse et si possible à des textes interdits. Cependant, quand il arrive, il rencontre Sarah, la dame elfe, se détendant près d'une étagère et s'arrête immédiatement, son cerveau bugant pendant quelques secondes. Pendant ce temps, les membres de l'épée cramoisie et de la brigade blanche se rassemblent tous devant le donjon pour commencer leur mission du jour. Cependant, alors que Hugues est sur le point d'ouvrir les portes du donjon,
donjon, Abel a un très mauvais pressentiment et demande à Lynn de scanner la première couche avec sa sonde de sort de vent. Quand elle le fait, elle repère près de 1000 gobelins qui les attendent près de l'entrée et en informe tout le monde. En entendant cela, Hugh met immédiatement toute la ville de Lone en état de confinement et appelle tous les chevaliers régionaux à la première muraille du donjon afin qu'ils puissent se préparer au monstre. Alors que toute la ville entre en mode d'urgence, Edo, Aman, Nils et quelques autres aventuriers débutants se précipitent vers la première muraille du donjon en apprenant la nouvelle pour se positionner avec les autres et attendre la première vague. À peu près au même moment, Sarah se présente enfin après avoir vu Ryu hyperventiler pendant des minutes et lui demande pourquoi il est au côté nord si tôt. Quand Ryu lui dit qu'il est là pour apprendre à créer un golem par alchimie, Sarah est tellement impressionnée qu'elle se porte volontaire pour lui faire visiter la bibliothèque jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Pendant la visite, Sarah dit à Ryu qu'elle est la seule membre de son groupe d'aventuriers de rang B, Vent, puis exprime à quel point elle est heureuse de rencontrer quelqu'un d'aussi unique que Ryu, comme ça. Naturellement, Ryu sourit comme un idiot, mais pendant que les deux continuent leur rendez-vous improvisé à la bibliothèque, Hugh et les autres aventuriers se postent sur la première muraille et attendent patiemment l'arrivée de la première vague de gobelins. Peu de temps après, les portes du donjon s'ouvrent en grand et des centaines de gobelins se déversent dans l'arène du donjon. Pour les empêcher d'infiltrer la ville, Hugh fait attaquer les monstres par les premiers intervenants avec des dizaines de flèches et d'attaques magiques offensives. Lorsque les archers gobelins ripostent, ils font en sorte que les guérisseurs sauvent les blessés et continuent de travailler avec les chevaliers régionaux pour contenir la horde autant que possible. Malheureusement, même ce niveau de coordination n'était pas suffisant pour anéantir la horde de gobelins car ils étaient sans fin. Alors que la bataille s'éternise, les commandants et chefs d'équipe aboient des ordres à leurs combattants pour qu'ils conservent autant de force que possible afin d'éviter de s'évanouir. Lors d'une course de ravitaillement, Nils transmet un message de Hugh à Abel lui disant de se préparer à affronter le grand général gobelin qui attend derrière la chaire à canon, et Abel prend note. En fin d'après-midi, ils vainquent toute la chaire à canon et tous les membres de l'épée cramoisie et de la brigade blanche descendent de la première muraille pour éliminer tous les traînards. Ensuite, ils affrontent 3 gobelins plus grands qu'ils appellent les généraux gobelins et se divisent en équipes de 2 pour les abattre avant l'arrivée du roi gobelin. Malheureusement, avant qu'ils ne puissent abattre les généraux gobelins, le roi gobelin détruit ses propres généraux avec une entaille aérienne et se présente à sa proie. N'ayant rien à perdre, Phelps et Abel chargent le roi gobelin et l'attaquent avec leurs armes de mêlée. Cependant, lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas percer l'armure du roi gobelin, Abel active sa compétence d'ombre furtive et utilise sa compétence de combat pour loger son épée dans l'armure du roi gobelin. Immédiatement après, l'un qui vient de terminer de lancer la magie du vent offensive la plus puissante, pluie de balles, déchaîne l'attaque et taillade le roi gobelin plusieurs fois jusqu'à ce qu'il meure. Le roi gobelin étant vaincu, Phelps félicite Abel d'avoir pensé différemment et la ville de Lune se réjouit à nouveau sans savoir que quelque chose de bien plus dangereux se préparait à l'intérieur du donjon. Plus tard cette nuit-là, Ryu retourne au gîte des aventuriers et trouve tout le monde en train de célébrer quelque chose. Comme il était à la bibliothèque avec son béguin tout le temps, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, il reste juste au milieu de tout le monde jusqu'à ce que Nils, Ito et Amon arrivent et expliquent ce qui s'est passé. Alors qu'il continue de parler de la bataille, l'un et Rii l'approchent et Lynn l'interroge, lui posant des questions sur ses méthodes d'incantation et de lancement de sorts. Après que Rii lui ait assuré qu'il pouvait lancer un sort sans incantation, le visage de l'un se paralyse d'un mélange de peur et de choc et il s'en va. Le lendemain matin, Ryu trouve ses 3 colocataires sans emploi à la guilde puisque le donjon est actuellement fermé à cause de la grande marée de monstres. Alors pour les occuper, il les engage pour l'aider à trouver du minerai de cuivre magique dans une mine près du village de Russey pour son expérience d'alchimie. Au début, ils hésitent à accepter le travail car l'extraction de minerai de cuivre est coûteuse, mais quand Ryu leur propose de les payer 4 pièces d'or pour leur travail, plus 25 pièces d'or pour chaque morceau de minerai de cuivre magique qu'ils trouvent, ils réalisent que c'est une aubaine et acceptent le travail. Quelques instants plus tard, quand Ryu retourne dans sa chambre, il entend des gens se disputer en bas. Alors il jette un coup d'œil par sa fenêtre et voit Dan, l'intimidateur, se disputer avec un groupe de chevaliers régionaux cherchant à forcer sa compagne à des rencontres nocturnes avec eux. Heureusement, alors que ces idiots sont sur le point de partir avec elle, Dan trouve le courage et la ramène à ses côtés. Cependant, lorsque le chef du groupe tente de l'attaquer, Ryu l'embarrasse en le faisant glisser et tomber plusieurs fois. Assez vite, Phelps arrive, condamne les chevaliers idiots pour leur comportement honteux et leur ordonne de partir tant qu'ils le peuvent encore. Au début, les chevaliers ont menacé de l'exiler, pensant qu'il était un aventurier ordinaire. Mais quand Phelps se présente comme l'héritier et le fils de l'ancien commandant des chevaliers royaux, il réalise qu'il est leur supérieur et s'enfuit. Ensuite, il félicite Dan d'avoir protégé la fille et discute agréablement avec Ryu avant de partir avec son assistante, Shina. Plus tard cette nuit-là, Abel rencontre Ryu seul au restaurant et lui demande de l'escorter jusqu'au quartier des plaisirs où des hommes affamés paient des femmes pour des rencontres nocturnes afin d'enquêter sur quelque chose d'important, ce à quoi Ryu accepte. Après le dîner, Ryu suit Abel jusqu'à l'endroit et en chemin, Abel lui dit qu'ils sont là pour récupérer tous les stupides gardes royaux que son ami enquêteur a envoyés en ville avant qu'ils ne causent des problèmes. Cependant, alors qu'il continue de marcher dans le quartier, Ryu aperçoit soudain 2 hommes suspects déguisés en espions.
Alors il en informe Abel et les suit dans une ruelle. Là, un grand groupe d'espions les attaque par surprise, pensant qu'ils avaient baissé leur garde, mais Ryu les écrase facilement tous et est un peu déçu par leur faiblesse. Après avoir ligoté les espions, Abel ramasse un outil alchimique comme preuve, les identifie tous comme des aventuriers de la capitale de l'une des 3 nations de la province centrale, Andelieu, et contacte la garde de la ville pour qu'elle prenne le relais pendant qu'ils continuent leur mission. Le lendemain matin, un groupe de chercheurs de la capitale royale arrive à l'un pour enquêter sur les conséquences de la grande marée de monstres. Lors d'une réunion avec Hugues, ils exigent qu'il ouvre le donjon prématurément et leur livre toute la nourriture et les aventuriers de la guilde. Mais Hugues refuse catégoriquement de faire une telle chose car rouvrir le donjon juste après la grande marée de monstres est très dangereux car on ne sait jamais à quoi s'attendre. En entendant cela, un chercheur arrogant nommé Clive tente de lui rappeler que son collègue et patron, Arthur, a reçu plus de pouvoir que lui par le roi. Mais même ainsi, Hugues refuse de se laisser intimider. Alors que le duo commence à se disputer, Arthur lui-même s'excuse d'avoir exigé leur provision de nourriture et promet de se rattraper auprès de Hugues s'il peut les aider. Après mûre réflexion, Hugues accepte finalement d'ouvrir le donjon à condition que Lune ne soit pas tenu responsable de tout ce qui se passe pendant leur recherche et Arthur accepte sa décision. Plus tard, Ryu se rend au gîte d'Abel pour trouver de la nourriture. En arrivant, il rencontre une petite mage nommée Nathalie qui le supplie de l'emmener à la guilde le plus vite possible pour livrer une lettre et il l'y emmène finalement. À la guilde, la jeune fille remet au groupe d'Abel une lettre d'un homme nommé professeur Alarian qui vit dans la capitale et Abel réalise que l'homme leur demande de soutenir les magiciens de la cour pendant qu'ils enquêtent sur le donjon. Après avoir lu la lettre, Abel dit à son équipe que la raison pour laquelle le donjon est toujours traité comme une zone de danger est qu'un groupe de rang A s'y est perdu juste après la dernière grande marée de monstres, il y a 10 ans. Et comme personne ne sait ce qui leur est arrivé, il vaut mieux être très prudent. Après l'explication d'Abel, Ryu part déjeuner et Nathalie se présente au reste de l'équipe d'Abel. Quand Lynn réalise qu'elle vient d'une puissante famille de magiciens, elle demande à Nathalie si elle a déjà entendu parler d'un sort pour conjurer un mur de glace à une certaine distance du lanceur. Mais Nathalie dit non parce que c'est impossible. Juste à ce moment-là, Rii lui dit que Ryu peut faire de la magie comme ça. Et tandis que Nathalie a du mal à y croire, Abel avertit ses gens de respecter Ryu et d'éviter de le combattre en toutes circonstances. Le lendemain matin, Arthur rencontre l'équipe d'Abel et leur parle d'un appareil magique utilisé pour mesurer les traces de mana, le détecteur de mana résiduel qui envoie normalement ses lectures de mana à un autre appareil en surface pour analyse. Après avoir expliqué les astuces pour manipuler l'équipement, Abel et Arthur discutent de l'anxiété sociale d'Abel et commencent leur descente dans le donjon. 3 jours plus tard, les équipes d'Abel et d'Arthur descendent de 7 couches et ne trouvent aucun signe de monstre nulle part. Naturellement, cela les surprend, mais au lieu d'abandonner, Clive et son équipe décident de descendre jusqu'à la 38e couche où ils croient que la grande marée de monstres a commencé. Le lendemain matin, pendant que Hugues informe le reste des aventuriers débutants de leur prochaine mission, Ryu l'interroge sur les teintes des pierres magiques provenant des monstres de la marée et Hugues lui dit qu'elles étaient pâles. À peu près au même moment, Clive et son équipe de chercheurs arrivent à une mystérieuse entrée sombre soupçonnée d'être une passerelle vers un autre endroit et installent la machine de mana résiduelle de haute technologie pour mesurer la production de mana. Après avoir obtenu des résultats décents, il ordonne aux autres de mesurer la densité de mana au-delà des portes. Mais juste au moment où leur équipement touche la porte sombre, tout le monde disparaît. En moins d'une seconde, Abel, Arthur et leurs équipes respectives se retrouvent dans un espace sombre sans rien ni personne en vue et décident d'enquêter sur cet étrange endroit. Pendant ce temps, Clive et son équipe sont également téléportés vers un autre endroit dans le même espace. Cependant, lorsqu'ils aperçoivent plus d'une douzaine de silhouettes les traquant dans l'obscurité, Clive met son équipe en état d'alerte maximale et leur fait examiner les environs pour se protéger. À en juger par ce qui s'est passé jusqu'à présent, Clive est sûr que ce mystérieux portail de téléportation est la source de la récente grande marée de monstres, mais il prévoit égoïstement de s'attribuer tout le mérite de cette découverte afin d'obtenir une certaine reconnaissance et de réaliser son rêve de devenir chef de département. À peu près au même moment, Nathalie et le reste du groupe surveillant la production de mana depuis la surface du donjon remarquent de très subtiles fluctuations de mana provenant du détecteur de mana résiduel que les chercheurs ont là-bas et analysent rapidement le signal comme venant du 40e étage. Alors qu'ils peinent à comprendre cela, un organisateur de recherche du collège de magie, Christopher, apparaît et leur dit qu'un groupe d'aventuriers qu'il venait d'engager pour descendre dans le donjon a disparu juste sous ses yeux. Il leur demande ensuite s'il y a eu d'autres disparitions étranges récemment. Et les collègues de Nathalie non seulement lui assurent que oui, mais ils ajoutent aussi qu'ils pourraient tous être au 41e étage. En entendant cela, Christopher commence à demander plus de détails, mais quand Nathalie entend ses collègues parler d'Abel et de son groupe piégé avec les autres, elle panique et sort en courant de sa tente. Quelques instants plus tard, quand Hugues apprend l'horrible nouvelle des disparitions, il part immédiatement pour le donjon et avertit Nina de garder cela secret des débutants jusqu'à ce qu'il tire les choses au clair. Pendant ce temps, Ryu passe sa journée à explorer le côté nord de la bibliothèque pour trouver et comparer les registres des éclipses passées et des grandes marées de monstres. Pendant qu'il y est, il retrouve sa mignonne petite chérie elfe, Sarah, au même endroit et
lui demande son aide. Naturellement, Sarah accepte de l'aider, mais en chemin, elle commence à lui demander s'il croit vraiment que la récente éclipse pourrait être la cause de la récente marée de monstres. Ryu est un peu incertain de la façon de répondre à cela, mais pendant qu'il balbutie, Sarah lui dit qu'elle sait avec certitude qu'il y a toujours eu une éclipse avant une grande marée de monstres. Cela dit, elle continue ensuite à poser des questions indiscrètes pour savoir comment Ryu a découvert cela. Mais pour éviter de révéler ses secrets, il change de sujet et parle des pierres de monstres pâles de la marée. Jusqu'à présent, la pâleur des pierres de monstres gobelins montre qu'ils sont apparus juste avant la marée de monstres. Mais pour en savoir plus sur ce sujet, Sarah emmène Ryu consulter les registres. De retour au 40e étage, Arthur explique que leur déplacement est une téléportation et vérifie son équipe pour s'assurer que leur détecteur de mana fonctionne parfaitement. Après avoir confirmé qu'ils le sont, il suggère d'envoyer un signal à la surface pour appeler à l'aide. Mais encore une fois, il y a quelque chose dans l'air de cet espace qui ne lui convient pas. Pour confirmer ses soupçons, il demande à Rii d'analyser l'air autour de cet espace. Et quand elle le fait, elle réalise instantanément que celui qui contrôle cet espace a lancé l'ultime barrière magique défensive, tristement célèbre pour dévier toutes les attaques magiques offensives et physiques afin de les piéger. En entendant cela, Abel demande à Lynn d'utiliser sa sonde magique de vent pour scanner la zone et en déterminer les limites. Mais quand elle le fait, elle repère Clive et son équipe se détendant à 500 mètres de là, aux côtés de 50 formes de vie inconnues. Pendant qu'il se dirige vers l'équipe de Clive, Hugh rencontre le reste des chercheurs en surface et découvre à quel point la situation est so grave. Actuellement, il serait déraisonnable d'envoyer de l'aide à cause des pièges en chemin. Alors tout ce que Hugh et les autres font, c'est s'asseoir et prier pour qu'ils soient tous en sécurité. Pendant ce temps, l'équipe de Clive subit un feu nourri des formes de vie inconnues, et ils mettent en place des dômes défensifs pour se protéger des boules de plasma que ces formes de vie leur tirent dessus. Cependant, alors que la bataille fait rage, les formes de vie inconnues se présentent à Clive, et il les reconnaît instantanément comme étant des démons. Quelques aventuriers tentent d'attaquer les démons, mais alors que les démons les incinèrent tous en cendres, Arthur, Abel et le reste des membres de leur équipe arrivent pour assister à l'horrible carnage et aussi aider leurs collègues chercheurs. Sans perdre de temps, Arthur fait attaquer les démons par son équipe avec tout ce qu'ils ont. Et à la surprise de Rii, leurs attaques magiques fonctionnent réellement. Malheureusement, à mesure que l'attaque progresse, l'équipe d'Arthur manque de mana. Alors Abel, ayant repéré le commandant de l'armée des démons à l'avance, saute et charge avec son équipe pour abattre le commandant. Après avoir éliminé plus de 40 de ces monstres, l'un s'effondre d'épuisement de mana et Rii manque également de mana. Comprenant la gravité de la situation, Abel décide d'avancer et d'affronter seul le commandant. Rii le prévient que ce commandant, aux yeux de couleurs différentes, est un prince démon capable de s'éveiller en seigneur démon. Mais comme Abel a déjà fait la paix avec l'idée de la mort, il renforce sa détermination et massacre sans peine quelques gardes protégeant le prince démon. À ce moment précis, le prince démon se jette sur lui pour le combattre, tandis que ses diables lancent des roches à grande vitesse sur les barrières des chercheurs pour les détruire. Sentant le danger, Ryu active sa technique d'épée, tour 0, ce qui le plonge dans un état de calme zen profond et il esquive l'attaque ultra rapide du prince démon. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à frapper la seule ouverture exposée du prince démon, celui-ci esquive son attaque et le met à terre. Cependant, alors que le prince démon est sur le point de l'achever, Ryu traverse le plafond tel Batman, traite Abel de minable pour avoir perdu face à un ennemi aussi pathétique que le prince démon et lui demande s'il peut combattre le prince démon à sa place. Au début, Abel tente de le décourager en lui expliquant à quel point le prince démon peut être puissant et dangereux, mais quand Ryu découvre qu'Abel est en fait en train de perdre face à un bébé seigneur démon, il est très déçu. Quoi qu'il en soit, il marche calmement vers le prince démon, massacre le reste de ses diables et tire son épée de glace pour le défier dans son ultime combat. C'est alors qu'un flashback apparaît, expliquant comment Ryu a même pu être mis au courant de la situation d'Abel. En fait, l'autre fois où Nathalie était sortie précipitamment de la tente de sa collègue, c'était pour trouver Ryu et lui parler de la situation d'Abel. Après l'avoir trouvé du côté nord de la bibliothèque, elle lui a tout raconté. Et Ryu, comprenant l'urgence de la situation, l'a immédiatement conduite à l'entrée du donjon dans un chariot de glace. Une fois arrivée, il lui a demandé pourquoi elle était venue le chercher. Nathalie a alors expliqué qu'Abel lui avait demandé de solliciter son aide en cas de danger. Impressionné par la suggestion d'Abel, Ryu a filé devant les gardes du donjon qu'il avait pourtant averti de rester loin de l'entrée et a finalement atteint le premier étage. Là, Ryu a réalisé que descendre manuellement les 40 niveaux pour atteindre Abel prendrait trop de temps. Alors, il a percé un trou dans le sol avec ses jets d'eau abrasifs et est tombé en chute libre jusqu'au 40e niveau. Maintenant qu'il est là, cette pathétique excuse de prince démon se précipite vers lui pour lui porter un coup fatal. Mais Ryu esquive habilement l'attaque et tranche net la tête du prince démon. Suite à cela, le prince démon rattache sa tête et s'arme pour continuer à combattre Ryu. Mais Ryu le découpe en petits morceaux avec plus de 200 jets d'eau abrasifs et détruit sa pierre monstre par la même occasion. Le prince démon étant mort, Arthur remercie Ryu de leur avoir sauvé la mise et raconte la triste situation de ceux qui l'ont perdu dans la bataille contre les diables. Après cela, Abel appelle Ryu pour qu'il l'aide à ramasser les pierres magiques des diables, afin qu'il puisse partager l'argent récolté entre les familles des défunts, et il accepte de l'aider. Cependant, avant d'en arriver là, Ryu se souvient d'un champ spécial qu'il a repéré au 39e étage et dit aux autres qu'il aimerait s'y arrêter en remontant. Cela réglé, le groupe passe à l'analyse de la terrifiante teinte noire d'une pierre monstre de diable. Mais tandis que leur analyse se poursuit, un groupe aléatoire d'aventuriers
aventurier héros raté, situé dans une autre partie du donjon, invoque accidentellement Léonore depuis une mystérieuse porte noire et la défie en combat. Au début, Léonore les sous-estime, pensant qu'ils ne sont que des fanfarons arrogants, lassés de vivre. Cependant, quand ils commencent tant et tous à fanfaronner et à se proclamer héros, elle s'enthousiasme et lance le combat immédiatement. Malheureusement, quelques secondes seulement après le début de la bataille, Léonore blesse le soi-disant chef des héros, vole la boule noire qu'ils ont utilisée pour l'invoquer et décide de les épargner tous. Au moment où elle s'apprête à partir, ces idiots exigent qu'elle s'identifie pour qu'ils puissent se souvenir d'elle. Mais Léonore se présente, veillant à ne pas divulguer la nature de son espèce, puis quitte les lieux après leur avoir parlé un peu de Ryu, l'humain le plus fort qu'elle ait jamais combattu. En remontant vers le premier étage du donjon, Ryu, Abel et Arthur s'arrêtent tous au 39e étage pour jeter un œil au champ spécial dont Ryu parlait plus tôt. Cependant, quand ils réalisent que ce n'est qu'une boule noire d'apparence terne et suspecte, Arthur la met dans son sac et continue d'avancer avec le reste de l'équipe. Quand ils reviennent tous à la surface, tout le monde les accueille de retour des profondeurs. Mais Hugues, lui, appelle Ryu et le réprimande pour avoir ignoré les grands gardes. Peu après, Arthur l'empêche de gronder Ryu, puis l'emmène dans une tente privée pour lui expliquer comment Ryu les a tous sauvés. Peu après avoir entendu comment Ryu a détruit le prince démon en quelques secondes seulement après son arrivée, il réalise que Ryu est incroyablement puissant. Alors, pour empêcher les aristocrates décérébrés de le remarquer et de s'en prendre à quelqu'un comme Ryu, il conspire avec Arthur pour retirer son nom de leur rapport d'après-action. Le lendemain, Ryu se rend dans un bon restaurant en ville pour manger du riz au curry, mais en arrivant, il aperçoit Sarah qui se détend après avoir englouti une assiette de riz au curry et s'arrête pour la saluer. Après les politesses d'usage, Ryu commande une assiette de riz au curry moyennement épicée. Et à sa surprise, Sarah fait de même. Un instant, un silence gênant s'installe, Ryu étant un peu surpris de l'avoir mangé autant. Cependant, quand Sarah réalise ce qu'il pense, elle commence à se défendre, affirmant qu'elle doit manger plus pour pouvoir remplir son camion Ben à la vanille. Après que Ryu ait haussé les épaules, Sarah continue de lui poser d'autres questions normales sur sa vie et il lui en dit un peu plus sur son lieu de vie, ses forces et ses passe-temps. Bientôt, ils reçoivent leur commande et le duo mange autant qu'il le peut. Après le petit déjeuner, Ryu retrouve Sarah devant le restaurant et lui demande pourquoi elle ne visite jamais la guilde, bien qu'elle soit aventurière. En réponse, Sarah dit que c'est parce qu'elle travaille sur un contrat à long terme à la capitale royale, donc elle n'a pas le temps de se détendre. Suite à cela, elle lui parle de son autre travail en tant qu'instructrice d'escrime pour l'ordre des chevaliers du Margrave Loon, puis l'invite à la rejoindre pour un combat d'entraînement, ce qu'il accepte. Quelques instants plus tard, Sarah et Ryu apparaissent dans l'arène d'entraînement et se font face pour leur combat simulé. Au moment où elle commence le combat, Sarah se jette sur Ryu à super vitesse pour prendre l'avantage, mais à sa surprise, Ryu égale sa vitesse et esquive sa première attaque. Après quelques courtes rafales de puissance et d'attaque, Sarah interrompt le combat et félicite Ryu d'avoir réellement esquivé son coup, car peu de gens y parviennent du premier coup. Cela dit, elle décide alors de prendre le combat au sérieux, et ainsi, dès le deuxième round, elle devient si rapide avec ses attaques qu'elle finit par couper accidentellement l'épée de Ryu en deux, mettant fin au combat simulé. Bien qu'elle soit la gagnante, Sarah exprime sa joie après avoir vu Ryu la combattre avec tant de grâce. Elle bavarde et gambade partout dans l'arène comme une fille de la génération alpha qui vient de recevoir un an de bonbons et de brain rot, et ne cesse de faire l'éloge de Ryu, surtout quand elle découvre qu'il a été entraîné par le roi des fées ou le Dullahan. Cependant, alors qu'elle commence lentement à prendre leur conversation au sérieux, son assistante, Rilida, apparaît et lui rappelle qu'il est temps pour elle d'enseigner l'escrime au petit-fils du margrave. Déçue, Sarah dit à Rilida de bien prendre soin de sa personne spéciale, Ryu, puis part pour sa prochaine leçon. Quelques minutes plus tard, alors que Rilida conduit Ryu hors d'une porte, Hugues s'arrête dans sa calèche et presse Ryu de faire un bout de chemin avec lui jusqu'au dortoir de la guilde. Sur le chemin du retour, Hugues exprime sa gratitude pour cet incroyable exploit. Malgré tout, il décide de le punir pour avoir désobéi à l'ordre d'un grand garde en lui confiant un travail hors donjon qui l'oblige à escorter des marchands vers une ville appelée Whitnesh, et Ryu accepte. Le lendemain, Niels rencontre Ryu et lui demande de participer à la requête de chasse que sa ville natale, Aboli, a lancée pour les aventuriers de rang D. Actuellement, Niels et les deux autres ne peuvent pas participer car ils sont encore des aventuriers de rang E. Alors il rencontre Ryu et lui demande de former un groupe avec eux pour qu'ils puissent prendre la mission. Au début, Ryu hésite à accepter la mission, mais quand Emon lui dit que la quête implique d'éliminer les gobelins et les squelettes de la carrière, il s'enthousiasme un peu trop et accepte finalement de faire le travail. Peu après, Ryu et ses colocataires rencontrent Hugues et discutent de l'acceptation du travail d'Abali. Pour leur faire comprendre les dangers de ce travail, Hugues leur raconte que les deux groupes d'aventuriers que Loon avait envoyés pour accomplir la tâche, un de rang E et un de rang D, n'ont pas pu terminer la mission. Tandis que celui de rang E est revenu avec plusieurs blessures, le groupe de rang D a affirmé que l'hostilité des villageois était la raison de leur échec. En d'autres termes, on ne sait pas à quoi s'attendre. Niels a du mal à le croire car il sait que son village est bienveillant envers les étrangers, mais malgré tout, il conseille la prudence. Quelques heures plus tard, Ryu et ses colocataires arrivent à Abali, le village de Niels, et Niels présente ses amis au maire du village, Bulan. Après les banalités, Niels interroge Bulan sur ce que le
deuxième groupe de rang D a dit à propos du manque de coopération du village, et Bulan explique qu'après avoir repéré des gobelins et des squelettes dans les bois du sud et de l'est respectivement, ils ont lancé la requête pour les chasser tous les deux. Cependant, lorsque le premier groupe est arrivé, ils ont poussé le bain de sang beaucoup trop loin dans les bois de l'est, ce qui est un tabou dans leur coutume, et ils se sont donc assurés de chasser le premier et le second groupe avant qu'ils ne fassent la même chose. À ce moment-là, Niels remarque les expressions de confusion sur les visages de ses colocataires. Mais comme il ne peut pas révéler les secrets du village sans l'approbation du conseil, il les exhorte à se calmer pour qu'ils puissent obtenir leur permission. Plus tard, cette nuit-là, pendant qu'Edo et les autres discutent de la mort des parents de Niels avec son frère et sa sœur, Niels rentre de la réunion du conseil et annonce à ses amis qu'ils ont obtenu l'approbation pour la chasse, ce qui signifie qu'ils devront s'occuper des gobelins le lendemain. Suite à cela, il fait jurer le secret à ses amis alors qu'il commence à révéler le secret du village, puis il commence par leur raconter les deux choses spéciales concernant sa petite ville natale. Premièrement, Niels leur parle de la bête gardienne vivant au fond des bois de l'Est, ce qui intrigue Ryu, puis ajoute qu'elle n'a été vue que par les anciens du village. Quant au second secret, il leur dit que c'est le sanctuaire que l'aîné partagera le lendemain et il les exhorte à attendre et à l'entendre d'elle-même. Le lendemain, Bulan emmène Ryu et ses amis à l'endroit où les gobelins ont été aperçus pour la première fois. Et peu de temps après, Ryu sent plus de 10 gobelins se diriger vers eux. Sans hésiter, il tente une embuscade aux gobelins et Ryu les gèle tous, sauf un. Ensuite, il fait écraser les gobelins gelés par ses amis et tous suivent le dernier traînard jusqu'à sa tanière. Arrivés là, ils éliminent le reste de l'armée de gobelins en utilisant la même stratégie qu'avant et attendent que le général ou le chef gobelin sorte de la grotte. Quand le général gobelin apparaît, Amos et Niels commencent à transpirer comme une dinde de Thanksgiving oubliée. Mais avant que le général ne leur fasse du mal, Ryu l'immobilise et laisse Niels l'abattre. Après cela, il récolte la pierre monstre et Bulan emmène Ryu et ses amis auprès de la conseillère du village, Nazu. Après les politesses d'usage, Nazu les conduit tous les 5 à travers l'épaisse forêt de l'Est pour atteindre la zone de vie du gardien bête du village. Mais en chemin, elle leur raconte tout sur les déesses de la terre et de la lumière, ainsi que sur ses méthodes de lancement de sorts, qui s'avèrent étrangement similaires à celles de Ryu. Environ 1 heure plus tard, ils arrivent tous à l'entrée de la grotte du gardien bête, Ryu attendant avec impatience que le monstre soit corrompu comme le basilic de Harry Potter, afin de pouvoir le combattre et sauver la situation une fois de plus. Cependant, après que Nasu ait invoqué le gardien, il est déçu quand un monstre Fenrir décontracté nommé Inquisen apparaît. Suite à son arrivée, Inquisen se présente et rend hommage à Ryu immédiatement après l'avoir reconnu comme l'humain favori du roi des fées ou du Dullahan. Une fois cela réglé, Inquisen parle au garçon des quelques 30 squelettes piégés autour du sanctuaire, puis promet de libérer le boss actuellement retenu par la magie du sanctuaire dès qu'ils se seront occupés des 30. En entendant cela, les garçons se dirigent vers le sanctuaire du village et Ito purifie les âmes mortes vivantes des 30 squelettes, les vainquant. Quelques secondes plus tard, quand Amon et Niels ouvrent les portes géantes retenant le monstre boss archisquelette, Ryu leur donne des marteaux de glace et fait signe à Inquisen de libérer l'archisquelette des contraintes magiques du sanctuaire. Une fois l'archisquelette entièrement libéré, Ryu crée un sol glacé ultra glissant sur lequel le monstre ne cesse de tomber et il fait en sorte qu'Amon et Niels le frappent jusqu'à l'achever. Après avoir vaincu le monstre, Nazu emmène les garçons plus loin dans le sanctuaire pour chercher le joyau brillant que les grandes prêtresses adoraient autrefois. Mais à sa grande déception, il est introuvable. Voyant cela, elle décide de ne pas trop s'en inquiéter et bloque plutôt la grotte du monstre en utilisant un monticule de plafond pour empêcher le pouvoir dangereux de s'échapper. Après avoir terminé le reste de leur mission, Ryu et ses amis quittent Tabali pour Lune. Mais sur le chemin du retour, ils se souviennent tous que cela fait près de 300 jours qu'ils se sont inscrits comme aventuriers, ce qui signifie qu'ils devront bientôt quitter les dortoirs, conformément à leur accord avec la guilde. Avec l'argent qu'ils ont gagné jusqu'à présent, Niels dit à Ryu et Amon que lui et Ito prévoient d'acheter ou de louer un endroit sympa une fois qu'ils auront quitté le dortoir. Alors il leur demande à tous les deux s'ils aimeraient se joindre à eux. Tandis qu'Amon accepte de vivre avec eux, Ryu demande plus de temps pour réfléchir à certaines choses. À peu près au même moment, Hugh rencontre Abel et lui demande de le représenter en tant que maître de guilde de Lune au festival du port ouvert de Whitnash. Au début, Abel a des doutes, mais quand il réalise qu'il n'y a vraiment personne pour aider Hugh, il accepte finalement de faire le travail. Ailleurs, 2 soldats aléatoires sont vus s'entraînant lors d'un combat simulé sur les terrains d'entraînement de la capitale royale. Quand soudain, leur commandante d'armée, une méchante rousse nommée Fiona, s'arrête et leur parle de son récent décret d'assister au festival de Whitnash. Après un discours, elle renvoie tout le monde et continue de discuter avec son garde du corps, le baron Oscar, qu'elle appelle aussi le magicien infernal alors qu'elle retourne à ses quartiers. Quelques jours plus tard, Ryu commence son autre travail d'escorte avec ses amis, mais en chemin, il apprend l'existence du festival du port ouvert de Whitnash par Niels et est très enthousiasmé par les jours à venir. Quelques heures plus tard, lorsqu'ils arrivent à Whitnash, les marchands les remercient de l'aide apportée et les encouragent à profiter des 10 jours, après quoi ils se retrouveront et retourneront à Lune. Après avoir repéré le gîte des marchands, les garçons affamés courent directement au premier restaurant du coin et mangent autant de fruits de mer et de croquettes que leurs petits ventres peuvent en contenir. Le lendemain matin, d'autres personnalités de haut rang des 3 nations commencent à arriver à Whitnash, mais à un moment
moment donné, une calèche de la monarchie de Koufariz rencontre des problèmes avec ses papiers, de sorte que les autres calèches sont contraintes d'attendre en file indienne jusqu'à ce que le problème soit résolu. Pendant qu'ils attendent, le collègue du baron Oscar, Jurgon, apparaît pour demander l'avis d'Oscar sur cette excursion inattendue à laquelle le roi a envoyé la princesse et la commandante d'armée, Fiona. Sachant à quel point le roi adore sa princesse rousse, Oscar dit à Jurgen qu'il a peut-être envoyé Fiona loin pour la protéger des sites grotesques de son règne. Quand Jurgen demande ce que cela pourrait être, Oscar dit qu'il est presque sûr que le roi pourrait essayer d'assassiner les nobles qui s'opposent à lui en l'absence de Fiona. Mais malgré tout, puisque leur seul travail là-bas est de garder Fiona, c'est tout ce sur quoi ils doivent bien se concentrer. À la tombée de la nuit, Whitnash organise un bal pour les hauts fonctionnaires des nations environnantes, et le frère aîné de Fiona, Conrad, qui est aussi le troisième prince de l'Empire de Buy, honore l'événement de sa noblesse. Au fur et à mesure que l'événement progresse, Conrad remarque que sa petite sœur s'ennuie. Alors il lui donne la chance de se retirer tôt, et elle la saisit. Quand elle retourne à ses quartiers, elle se plaint de l'ennui insensé qu'elle a ressenti là-bas à son assistante, Marie, et lui dit qu'elle est plus faite pour être une commandante et un talent magique que la princesse que tout le monde veut qu'elle soit. Le lendemain, le festival de Whitnash commence sérieusement et Ryu et ses amis aperçoivent Abel assis nerveusement à côté de la princesse Fiona. Au début, ils ne pensaient pas vraiment que cette personne était le vrai Abel, mais quand Lynn et le reste du groupe écarlate apparaissent, ils réalisent finalement que c'est bien Abel. Après les banalités, l'un sent l'épaisse barrière de vent qui entoure et protège les hauts gradés à leur siège et en déduit que les organisateurs doivent utiliser le célèbre trésor de Whitnash pour projeter cette barrière. Suite à cela, Lynn et Riai continuent de parler du lieutenant et garde du corps de Fiona, le tristement célèbre magicien infernal, et ils racontent toutes les choses terrifiantes qu'Oscar a faites au fil des ans. Ryu est un peu excité de rencontrer cette personne, mais les filles le préviennent d'être très prudent avec ce type et partent après leur conversation. Ensuite, Ryu bouscule accidentellement Oscar alors qu'il se retourne pour partir, mais heureusement personne ne tombe et ils s'excusent mutuellement de l'erreur. Bien qu'Oscar remarque la réaction incroyablement rapide de Ryu lors de la collision, il garde le silence et continue plutôt de faire les courses pour le déjeuner de Fiona avec Jurgen. Après les courses, Oscar retourne au quartier de Fiona avec Jurgen, réchauffe la nourriture et laisse la princesse se régaler. Quelques heures plus tard, les organisateurs organisent un concours de tir à l'arc en eau libre et Aemon échoue si lamentablement qu'Abel ricane en se souvenant à quel point il était pathétique au tir à l'arc. Quand Aemon abandonne le concours, Ryu pousse Abel à tenter sa chance. Et à la surprise générale, Abel relève le défi comme un pro. Juste après avoir remporté le concours, Riai apparaît dégageant cette énergie de maman en colère, ce qui donne des frissons à Abel. Apparemment, Abel était censé passer toute la journée avec elle, mais il a boycotté leur rendez-vous pour venir jouer avec les garçons, car c'est un homme cultivé qui a ses priorités bien établies. Et bien, maintenant qu'il est pris, Riai le traîne de force au prochain stand pour continuer les achats, tandis qu'Ito, le romantique incurable, continue de la simpeur à fond. De retour à Loon, Sarah cherche Ryu partout dans la bibliothèque et le dortoir afin de pouvoir lui parler du livre qu'elle l'a aidé à trouver, mais quand elle ne le trouve nulle part, elle s'approche de Nina à la guilde et lui demande si elle l'a vu. En réponse, Nina lui dit que Ryu a pris un travail de longue durée qui pourrait lui prendre un certain temps à terminer. Et Sarah devient vraiment triste parce que non seulement Ryu ne l'a pas informé de son travail, mais en plus, elle ne le reverra pas avant une semaine environ. Pendant qu'elle continue sa journée, Ryu et Edo sont dans les gradins alors que la section suivante du festival, la course de kayak, commence avec Nils et Amon qui y participent. À un moment donné de la course, Dan, qui se trouve être l'un des participants, se dispute avec Nils et ils finissent par se battre si violemment qu'ils sont disqualifiés de toute la course. Dès que la course est terminée, Hugh arrive au festival et discute avec les garçons qui étaient occupés à observer un coûteux navire de haute technologie. Après leur discussion avec Hugh, Edo se rend à l'armurerie et examine quelques arbalètes jusqu'à ce qu'il en trouve une automatique et l'achète. Plus tard, cette nuit-là, Abel rencontre le prince Conrad et sa sœur, la princesse Fiona de l'Empire de Buy, lors d'une garden party sous la protection de la barrière de vent. Cependant, alors qu'ils profitent de la soirée, un groupe d'assassins coupe secrètement l'approvisionnement en mana du trésor dans la salle des machines, désactivant temporairement la barrière et lançant une attaque ouverte contre les hauts fonctionnaires présents dans l'hôtel. Immédiatement, l'attaque commence. Fiona remarque quelque chose d'étrange depuis le jardin, mais à ce moment-là, une énorme explosion se produit et tout l'endroit est plongé dans le chaos. Tandis que les premiers intervenants s'efforcent de contenir les dégâts, un flashback surgit pour raconter l'histoire d'Oscar. Apparemment, quand il était plus jeune, Oscar était un adorable petit garçon roux, béni d'une bonne famille, d'une bonne société et de la capacité d'utiliser la magie du feu. Pendant son temps libre, il aidait normalement le forgeron local du village, Razen, à contrôler la température de sa forge avec ses pouvoirs de feu et le regardait fabriquer d'impressionnantes épées. Un jour fatidique de son passé, après avoir travaillé avec Razen, le petit Oscar rentra chez ses parents et les aida à allumer le feu pour le dîner. Quelques jours plus tard, le père d'Oscar, Sna, rencontra Razen pour s'enquérir des progrès de son fils et n'eut que de bonnes choses à dire sur le joyeux petit bonhomme. Après les bavardages et les éloges, Razen offrit au petit Oscar une épée légère pour qu'il s'entraîne puisqu'il avait environ 6 ou 7 ans. Et en quelques jours, Oscar part pour sa première chasse avec sa famille. Une nuit, lors d'une fête, Snee et quelques chefs de village découvrirent qu'un groupe d'environ 50 bandits avait été surpris en train de rôder autour de leur village. Puisque la dernière attaque de bandits remontait à environ 6 ans, ils se dirent de tous que ces vauriens frapperaient le village dans les prochains jours. Au début, ils envisagèrent de fuir le combat imminent, mais comme ils n'avaient aucun refuge nulle part, ils décidèrent de tenir bon et de se battre pour leur village. Quelques jours plus tard, quand les bandits
ennemis se montrèrent, les archers du village en abattirent quelques-uns, mais quand les idiots décérébrés franchirent la première barrière, les villageois passèrent au combat à l'épée, et Snae envoya son petit garçon chez Razen pour le garder en sécurité. Bientôt, un bandit hideux nommé Boskin saute par-dessus le mur et mène le reste de ses hommes plus loin dans l'enceinte du village. Quand il arrive chez Razen, Boskin tue la mère d'Oscar juste devant le petit Oscar et plaisante avec le petit Oscar en colère comme un fou dérangé, surtout quand Oscar l'attaque. Cependant, alors qu'il est sur le point d'achever le pauvre garçon, Snal apparaît et le combat du mieux qu'il peut. Après l'avoir combattu quelques secondes, Boskin le met facilement hors de combat, faisant d'Oscar un orphelin en une seule nuit. Suite à son combat avec Snae, Boskin s'apprête à achever Oscar aussi. Mais avant que cela n'arrive, son collègue Pouch apparaît et l'exhorte à battre en retraite pour l'instant, car la meute de loups monstrueux dans la forêt arrive pour se régaler des corps. Après leur départ, les loups arrivent au village et se régalent de des blessés et des défunts. Mais Razen se précipite chez lui seulement pour voir le pauvre petit Oscar debout au milieu des cadavres de ses parents. Il essaie de réconforter Oscar pour qu'il puisse s'échapper rapidement, mais malheureusement, il est déjà trop tard car une plus petite meute de loups apparaît à l'entrée pour choisir leur proie. Bien que terrifié, Razen fait bonne figure et dit à Oscar de courir vers la rivière afin qu'il puisse rester derrière et combattre les loups. Cependant, après avoir couru pour sa vie, Oscar tombe dans la rivière et dérive vers un autre état. La prochaine fois que le petit Oscar ouvre les yeux, il se retrouve sur un lit moelleux dans un manoir d'un autre village, avec le propriétaire, Luke, assis tranquillement à côté de lui. Naturellement, Oscar devient un peu agité, mais Luke l'assure qu'il va bien et lui dit qu'il comprend qu'il a traversé beaucoup d'épreuves. Oscar commence à pleurer et raconte à Luke l'attaque des bandits, mais Luke, comprenant sa situation, promet de traiter Oscar comme le fils qu'il n'a jamais eu et de lui enseigner l'art de l'épée. Malheureusement, quelques semaines seulement après son arrivée, ce bon à rien de Boskin et ses bandits attaquèrent le manoir et assassinèrent toutes les personnes présentes, y compris Luke. Cette nuit-là, Oscar revint de l'entraînement et attaqua Boskin quand il découvrit ce qu'il avait fait, mais comme il n'était pas encore assez fort, Boskin le poignarda et le laissa pour mort. Le lendemain matin, Oscar, saignant de partout, se leva et s'enfonça plus loin dans la forêt, ses cheveux cramoisis devenus blancs argentés, mettant fin au flashback sur son passé. Alors que la scène revient au présent, l'actuel Oscar est vu se détendant avec ses collègues, Jürgen et Marie, dans un magasin quelconque, loin de la garden party au moment où l'explosion se produit. Après l'explosion, Fiona essaie de scanner la zone à la recherche des coupables, mais quand elle trouve Conrad blessé, elle érige une barrière autour d'eux et prodigue des soins magiques de premier secours. Une fois Conrad réveillé, Fiona l'emmène à un kiosque voisin pour le protéger des attaques ennemies égarées. Cependant, quand ils y arrivent, Conrad dit à sa sœur de contacter son garde du corps, Oscar, même si cela révélera leur cachette, et Fiona envoie le signal magique des 5 orbes rouges dans le ciel. Quelques secondes plus tard, Oscar repère le signal dans le ciel et court directement à la garden party pour aider son patron. Malheureusement, avant qu'il n'arrive, les assassins localisent leur position et les encerclent tous pour une attaque. N'ayant rien à perdre, Conrad et sa sœur font de leur mieux pour éliminer les petits poissons. Mais au milieu du combat, Conrad entend quelqu'un d'autre chanter l'incantation pour la pluie de balles. Le plus puissant sort devant et dit rapidement à sa sœur d'ériger la plus forte barrière défensive, le carré du sanctuaire. Quand elle le fait, le magicien assassin déclenche l'attaque et heureusement pour eux, ils ont survécu à une mort certaine. Malheureusement, juste après que la première attaque magique se soit déclenchée, ils entendent un autre magicien chanter une autre incantation pour un sort de feu plus fort, beaucoup plus puissant. Au moment où le magicien termine de chanter l'incantation, Fiona réalise que le type essaie de faire fondre le sol sous eux pour provoquer une explosion volcanique. Alors, sans perdre de temps, elle s'entoure d'une barrière de défense magique, pousse Conrad hors du chemin et est projetée au loin. Oscar, qui vient d'arriver, manque de s'étouffer avec sa salive quand il aperçoit sa patronne flottant à des kilomètres au-dessus de lui alors qu'elle est projetée vers l'océan. Refusant de la laisser mourir, il la poursuit, espérant la sauver avant qu'elle ne touche le sol. Heureusement pour Fiona, lorsque cette explosion volcanique s'est produite, Niels, Amon et Ito se trouvèrent sur la plage où elle allait atterrir, pêchant des mini-kraken. Dès qu'ils aperçoivent Fiona en plein vol, tombant dans leur direction, Niels prend ses responsabilités et attrape la princesse avant qu'elle ne touche le sol, la sauvant. Juste à ce moment-là, les assassins qui avaient suivi Fiona les traquèrent jusqu'à la plage. Mais Amin et Itok les éliminent facilement et font face à la prochaine personne qui vient pour la princesse, Oscar. À ce moment-là, Oscar ne savait pas que le trio était de son côté, alors il les prit pour des ennemis et exigea qu'ils lui remettent la princesse ou meure. Clairement, Amin et ses collègues peuvent voir qu'Oscar a quelques vices de desserré, alors il rejette ses exigences et décide de protéger la princesse par tous les moyens. Voyant cela, Oscar tire des coups de semonce sur les 3 garçons pour leur faire savoir qu'il est sérieux. Ito bloque les premiers tirs avec son bouclier sanctuaire, mais quand il manque de mana et s'évanouit, quelques balles de feu traversent leur défense et les blessent. Heureusement, alors qu'Oscar est sur le point de les achever avec sa dernière attaque, Ryu apparaît et défend le dernier tir avec un mur de glace. Après cela, il repère les blessures qu'Oscar a infligées à ses amis plus tôt et exige une explication d'Oscar. Au début, Oscar le considère comme un simple rouage de la machine qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand Ryu dévie avec précision quelques-unes de ses attaques de feu de haut niveau, il réalise lentement qu'il pourrait bien être cuit. Après avoir survécu à
la première vague d'attaque d'Oscar, Ryu change de tactique et l'attaque avec de multiples lances de glace de toutes les directions. Mais Oscar s'entoure d'une tornade de feu et les fait toutes fondre. Par la suite, Ryu se suspend en l'air, crée une glissade de glace et glisse le long de celle-ci pour porter une attaque à Oscar avec son épée spécialisée. Sentant le danger, Oscar tire immédiatement son épée de feu et dévie l'attaque de mêlée aérienne de Ryu. Ensuite, les deux magiciens invoquent leurs éléments et se préparent à livrer le combat de leur vie. Heureusement, avant qu'ils ne finissent par Jorinance et détruire le monde entier, Abel apparaît et supplie les deux idiots d'arrêter leur folie. Au début, Ri refuse de reculer à cause des blessures de son ami, mais quand Abel identifie l'idiot aux cheveux argentés en colère comme étant Oscar, il se présente comme le maître de guilde par intérim de Loon et lui explique toute la situation. Malgré cela, Ryu provoque toujours Oscar en le traitant d'idiot, et Oscar, toujours le désastre émotionnel, attaque aveuglément Ryu à nouveau. Après avoir défendu ses attaques minables, Ryu demande à nouveau à Abel s'il a maintenant la permission d'éliminer Oscar. Mais Abel lui interdit bruyamment de faire une chose pareille, car tuer quelqu'un comme Oscar serait un incident international pouvant mener à une guerre entre nations. Puisqu'Abel ne peut laisser cela arriver, il se met entre deux, réprimande Oscar pour avoir abandonné ses devoirs et s'être battu comme un gamin immature, puis supplie Ryu de se calmer pour le bien de tous. Initialement, Ryu refuse de se calmer, mais après avoir vu la détermination d'Abel à empêcher leur bataille, il finit par arrêter de se battre et laisse un Oscar très choqué. Le lendemain matin, le festival de Witnash se termine et Ito a failli exploser de joie en découvrant que Ria avait soigné ses blessures pendant qu'il était évanoui. Maintenant que tout le monde se sent mieux, Abel rencontre Ryu et ses amis pour discuter des conséquences de tout ce qui s'est passé la nuit précédente. En récompense d'avoir sauvé la princesse des dégâts de la chute de la nuit dernière, Abel dit aux trois compères, Niels, Ito et Aman, que Fiona leur donnera de l'argent. Mais quant à Oscar, que Ryu appelle un magicien de feu ordinaire, il dit que l'idiot a assumé la responsabilité de sa stupidité et s'est excusé. Suite à leur discussion, Abel part et Ryu et ses amis parcourent Witnash une dernière fois, après quoi ils font leur bagage et partent pour Lune. Quelques jours plus tard, Sarah va vérifier la guilde à nouveau pour voir si Ryu est déjà de retour de sa mission. Mais quand elle ne le trouve pas là, elle est encore plus déçue et commence à se dire qu'elle a été jouée. Juste à ce moment-là, elle passe devant le restaurant où ils ont mangé ensemble et aperçoit quelqu'un ressemblant à Ryu assis à l'intérieur. Après avoir confirmé que c'est lui, elle entre en pleurant et le rejoint pour le déjeuner. Après le déjeuner, elle le ramène à la section interdite de la bibliothèque et lui montre les choses qu'elle a trouvées plus tôt sur l'alchimie. Au moment où Ryu réalise à quel point le manuscrit est authentique, il sort son papyrus pour prendre des notes manuellement, mais Sarah lui présente un sort de copie de base nommé transcrire et se moque de lui pour ne pas connaître un sort fondamental aussi basique. Après lui avoir renseigné le sort, Sarah engage Ryo dans une série de conversations aléatoires, ce qui l'amène d'une manière ou d'une autre à révéler qu'elle a 200 ans. À en juger par la nature de son espèce, c'est à prévoir, mais même ainsi, Ryu est toujours choqué parce que Sarah semble plus séduisante qu'une grand-mère normale de 200 ans. Quoi qu'il en soit, après leur discussion, Sarah emmène Ryu au bureau du transcripteur. Mais au moment où ils sont sur le point d'entrer, Abel en sort avec une pile de paperasse dans les mains et demande à Ryu pourquoi il est avec quelqu'un comme Serra. Pour répondre à sa question, Serra et Ryu lui disent que c'est échec s'ils disent que c'est parce qu'ils entretiennent une relation professeur-élève, mais Abel sait qu'il y a une certaine alchimie entre eux. Cependant, puisque ce qu'ils font ne le regarde pas, il accélère le pas et s'en va. Ensuite, Serra réprimande Ryu pour être trop formel avec elle, surtout après avoir vu à quel point il était décontracté avec Abel plus tôt, puis exhorte Ryu à être plus amical avec elle, ce à quoi Ryu accepte. Quelques heures plus tard, Ryu rend visite à Abel en privé et lui demande de l'aider à trouver une bonne propriété où loger. Entendant cela, Abel lui rappelle le plan d'Ito, Niels et Aman de tous emménager ensemble dans une maison séparée et lui demande s'il est prêt à vivre avec eux. Mais Ryu lui dit qu'il a besoin d'un endroit plus grand avec un grand espace extérieur pour pouvoir mener toutes ses expériences alchimiques et magiques. Satisfait de sa réponse, Abel accepte sa demande et passe les jours suivants à chercher une bonne propriété avec Ryu. Après plusieurs essais et erreurs, il trouve finalement une bonne propriété qui convient à Ryu, mais le seul problème est que la propriété est une ferme située en dehors de la ville. Néanmoins, Ryu vérifie l'espace pour s'assurer qu'il est bon pour ses expériences et achète finalement toute la propriété pour 50 millions de florins. Alors qu'il se prépare pour la prochaine phase de sa vie, l'ange Michael récapitule tous les moments merveilleux et tumultueux que Ryu a vécu jusqu'à présent et conclut que l'avenir de Ryu est rempli d'expériences encore plus terrifiantes qu'il n'aurait jamais imaginées. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Pensez-vous que Ryu a ce qu'il faut pour survivre à l'horrible tragédie qui l'attend? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, regardez cette vidéo à la place.